connaissance avec Karim Makouche, que nous avons le plaisir de recevoir, qui vient de sortir un roman, La religion de ma mère. Je ne le dirai pas en kabyle ni en arabe. Alors, j'étais très curieux personnellement de lire ce roman d'un jeune auteur qui me paraît ambitieux, qui est louable dans la matière. J'étais curieux de savoir comment il allait aborder, comment il a abordé des sujets qui sont familiers aux écrivains algériens depuis plusieurs décennies maintenant, et qui ont donné lieu à une grosse production littéraire, à savoir, 1, l'islamisme, 2, la désintégration de la société algérienne en général et kabyle en particulier, 3, la place de la violence dans les rapports sociaux, 4, l'exil, grandeur et décadence. Enfin, ce n'est pas une grille de lecture, mais c'est quelques-uns des gros éléments qui sont là. J'ajoute quand même que cette curiosité a été d'autant plus grande pour ce qui me concerne en tout cas, que j'ai cessé depuis longtemps de lire des livres, surtout de fiction, qui mettent en scène cet objet de buzz qu'est l'islamisme. Ça fait un moment que je ne lis plus ça parce qu'il y a une espèce de surenchère. Donc, pourtant, je dois dire que ce roman m'a vraiment interpellé, essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est le choix d'un style efficace qui parvient à planter l'univers un peu décalé du personnage principal, un univers qui est habité par une forme d'idéalisation matinée de désenchantement. 2, une fin surprenante, fin complètement surprenante à laquelle on ne s'attend pas du tout, et je ne vais pas du tout vous la raconter. Une fin qui rétroéclaire d'une certaine manière, de façon très intéressante, le début de l'histoire. D'ailleurs, cette fin aurait pu être le début, mais comme dans tous les cycles, la fin et le début se confondent. Alors, l'histoire, je ne vais pas tout dévoiler, hein, parce que sinon vous n'allez pas lire le livre. Or, le but justement de cette rencontre, c'est que vous puissiez vous intéresser au livre. C'est l'histoire d'un personnage d'un jeune, hein, qui s'appelle Mirak, qui vit au Canada. Il revient en Kabylie pour l'enterrement de sa mère. Voilà, donc il vit au Canada, il revient en Kabylie pour l'enterrement de sa mère. Tout le roman est une sorte de journal vraiment désabusé du retour au pays natal, hein, pour reprendre le fameux titre de Césaire. Et c'est aussi l'occasion de faire une espèce d'état des lieux de la situation, de ce qu'est devenu la Kabylie, confrontée à la violence, à une forme de démembrement même. Et le roman est aussi, d'une autre façon peut-être, l'occasion pour le narrateur, en tout cas, de rendre hommage à sa mère défunte. Et là, il y a des phrases qui font penser à ce monument dédié à la mère qu'est le roman d'Albert Cohen, que tout le monde connaît. On peut aussi penser, en tout cas ça a été mon cas, je ne sais pas, peut-être que Karim va démentir ou confirmer, on peut penser que l'amour pour la mère qu'il décrit et qui est très fort dans ce roman, pour la mère défunte, est une métaphore aussi de l'amour pour la Kabylie, qui est dit autrement. Alors, je ne vais pas en dire davantage.
n'ai pas pu m'empêcher à un défaut que j'ai, c'est-à-dire quand je lis un roman, ça me fait toujours penser à d'autres textes, à d'autres références, etc. Et ce roman de Karim Akouche m'a fait penser à un roman, enfin un texte plutôt plus qu'un roman, puisque c'est un roman de la réalité, de Adieu ma mère, adieu mon cœur de Jules Roy, je ne sais pas, peut-être que tu connais, qui raconte, qui est sorti en 1996, pour lequel il a été invité ici, il était à cette place même, où il raconte les étapes de son retour sur la tombe de sa mère, mais ça a été aussi, lui aussi, l'occasion à la fois de revisiter tous les lieux de son enfance, de sa jeunesse, etc., mais aussi de faire des retours dans le passé, exactement comme le fait Mirac, de faire de constants retours dans le passé. Alors, et je pense aussi à un autre roman qui s'appelle La Cité du Précipice, qui a été écrit par un bon copain à moi qui est mort, qui s'appelle Sadaq Hasset, et cette référence est en fonction d'un personnage qui est absolument très intéressant dans ce roman, celui du frère jumeau. Alors voilà, je finirai par une petite présentation de toi, mais tu compléteras. Tu es né en 78, je crois. Tu as vécu en Kabylie, tu as fait tes études à Tizi, une partie de tes études, puis tu es venu en France. Tu as près de la quarantaine maintenant, hein, tu as 39 ans. Tu as émigré au Canada en 2008, ça fait près de 10 ans. Et tu as publié plusieurs romans, tu as fait du théâtre, etc. Bon, alors la première chose, c'est que je te demanderai d'ajouter des choses à cette très succincte biographie de toi, si tu as envie de donner plus d'éléments de présentation. Après, je te poserai quelques questions sur le livre lui-même. Voilà. Alors, merci pour l'invitation, d'abord, l'accueil qui m'a été réservé. Merci à vous qui êtes là. Comment parler de moi? Est-ce que je vais parler de Karim ou de Mirac? Je vais commencer par Karim, parce que des gens qui lisent Karim à l'envers, ils voient Mirac. C'est quoi être écrivain, être narrateur? Parfois, le lecteur confond le narrateur avec l'écrivain. Pour être honnête, Mirac, je vais commencer par ça parce que c'est très important. D'ailleurs, en exergue du livre, j'ai dit celui qui dit je n'est pas l'auteur. Donc Mirac, c'est moi. Ah, pardon, c'est pas moi. Je sors de la douche, j'ai chez moi un miroir brisé. Je me vois dans cette glace, une glace embuillée, et je vois mon visage déformé. Donc c'est quelque part Karim, le visage de Karim déformé. Donc Mirac, c'est Karim qui tourne le dos à un certain passé. Donc c'est moi et c'est pas moi. J'ai utilisé une réponse de Rimbaud qui dit celui qui dit je n'est pas l'auteur. Mais je pourrais également utiliser une réponse très connue également de Flaubert. Rimbaud, si je ne m'abuse, il dit je est un autre. Oui, je me suis trompé. Je voulais dire je est un autre de Rimbaud. Mais Gustave Flaubert dit Madame Bovary c'est moi. Moi Mirac c'est moi et ce n'est pas moi. C'est peut-être vous. Donc je vais commencer par parler de Karim. Même si le plus important c'est Mirac. Parce que l'auteur, à mon avis, il doit passer son temps à écrire. Quand il parle, il se vide. Ce qui est important, c'est ce qu'il écrit. Il y a un fossé entre l'écrit et la parole. Et Karim est ingénieur de formation. Il a fait ses études à Tizi Ouzou. Il est passé par Paris, Clermont-Ferrand, l'Auvergne, Toulouse.
Donc j'ai vécu 3 ans à Toulouse, 3 ans à Clermont-Ferrand, à peu près 6 mois à Paris. Et je suis parti pour Montréal. Je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé en aéronautique. À un moment donné, l'ingénieur en moi devait faire la guerre au poète que je suis. Et au bout du compte, c'est le poète qui a assassiné l'ingénieur. Donc là, j'ai enterré l'ingénieur, donc je passe mon temps à écrire. Et j'ai fait du théâtre, donc j'ai présenté 2 pièces de théâtre à Montréal, qui viendra fleurir ma tombe, qui traite des berbères en général, et des Kabyles, et une autre pièce de théâtre qui s'appelle « Toute femme est une étoile qui pleure », inspirée d'un chant poétique, qui a été joué dans 2 théâtres à Montréal, donc au Théâtre La Chapelle et à la Place des Arts. Voilà. Et je suis chroniqueur également. Donc on va revenir au roman, parce que l'objet de la rencontre, c'est ce roman. Et la religion de ma mère. On va commencer par le titre. La religion, c'est au sens large du terme, c'est pas l'islam. C'est vrai, même si quand on lit la presse, à chaque fois, les journalistes traitent de ce sujet, l'islam, l'islamisme, le djihadisme, etc. Mais j'ai fait tout pour éviter le conjoncturel, donc la littérature d'urgence. Parce qu'un roman, une œuvre artistique, à mon avis, doit triompher du temps. Il faut écrire non seulement pour ses contemporains, mais également pour les gens à venir, les générations à venir. C'est pour ça que j'aime la poésie. J'aime la poésie parce que la poésie, généralement, non seulement il y a le discours dans la poésie, mais il y a autre chose, il y a l'esthétique. Donc j'ai fait tout dans ce roman pour qu'il y ait, je dirais, un mélange entre la poésie et la prose. J'ai fait en sorte que le fond épouse la forme. D'ailleurs, un ami écrivain qui vit à Montréal, d'origine haïtienne, a qualifié mon style de style mitraillette. Il a remarqué la chose suivante, j'ai fait tout pour ne pas mettre beaucoup d'adjectifs. Donc pour moi, le rythme est important. Et je pense notamment à un grand écrivain qui s'appelle Dostoïevski qui dit ce qui est important dans un roman, c'est le poème. Ça veut dire la musique. C'est très important, la musicalité, le rythme. Et également les adverbes. Si vous allez chercher dans mon livre les adverbes, vous allez en trouver quelques-uns. Pour le rythme, je les ai gardés pour le rythme, mais quand c'est nécessaire. Donc j'ai éliminé tout ce qui est superflu. Donc les adjectifs inutiles et les adverbes. Justement, là, puisqu'on va parler technique d'écriture, tout le roman est écrit au présent, avec des phrases très courtes. C'est exactement ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Hein. C'est-à-dire, c'est exactement, c'est écrit un peu comme quelque chose au présent. Donc, il y a une interpellation, il y a un rythme comme ça qui te laisse pas de... Est-ce que c'est une option ou est-ce que ça s'est imposé à toi? Qu'est-ce qui justifie que... Parce que c'est un roman quand même, hein, c'est censé être de la fiction, donc s'adresser à la fois à l'imaginaire comme à l'intelligence du réel, quoi. Je veux dire, ce mélange-là, parfois, il échappe dans le texte. Je crois qu'il y a un peu un mélange entre... Il y a un peu de Proust et de Camus, même si Proust, les phrases sont très longues. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une certaine collusion entre le passé et le présent. Donc j'ai utilisé le présent, mais il y a le passé également. Parce que c'est l'histoire de Mérac qui apprend la mort de sa mère, donc qui raconte ce qu'il vit, en train de vivre. Il prend l'avion, l'hôtesse de l'air parle la langue de Rousseau, la langue de Faulkner, la langue de Mahomet, mais pas la langue de sa mère. Là, il raconte. Il est dans une sorte de monologue intérieur. Il n'a pas pris avec l'azur, alors. C'est ça. Et, à un moment donné, il se rappelle sa mère. Et là, il va... donc son cri-gare, il passe du présent au passé.
Donc quelque part, il y a cette collusion. Je sais pas, vous connaissez probablement l'œuvre de Proust. Il y a 3 étapes dans l'œuvre de Proust. Donc il y a cette quête du passé, le temps perdu. Donc il va faire cette recherche du temps perdu. Au début, il va trouver du mal à trouver le passé. Après, à un moment donné, il y a cette collusion entre le présent et le passé. Les souvenirs reviennent. Donc à un moment donné, il va quand même trouver, à travers des parfums, des rencontres, par exemple le bruit de la cuillère sur la tasse, etc. Donc ça va lui rappeler ce passé. Et à un moment donné, Proust, à la fin, il termine son chef-d'œuvre, son pavé, par le temps retrouvé. C'est la félicité, donc il retrouve le temps. Contrairement à Proust, mon personnage, il perd sa mère, mais lorsqu'il va rentrer chez lui, en Kabylie, il va non seulement perdre sa mère, il va perdre sa patrie, il va perdre ses frères, il va perdre sa langue maternelle. Lorsqu'il va enterrer sa mère, il va dire la chose suivante: on enterre dans toutes les langues, sauf dans la langue de ma mère. Après, à un moment donné, il va perdre son frère jumeau. Je ne vais pas raconter ce qu'il va vivre avec lui. Après, son ex-amour. Il était amoureux, il perd de vue son ex-amour, mais il va le retrouver ailleurs, donc dans des circonstances obscures, etc. Même il va perdre son exil. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais il va essayer quand même, à travers ces parfums du passé, retrouver donc le temps perdu, sa mère qu'il a perdue et sa patrie perdue. Mais à la fin, il va vivre une dépossession, donc il va, contrairement à Proust, il ne va pas vivre le temps de la félicité, donc il va vivre la dépossession. Une sorte de dépossession. D'ailleurs, j'ai remarqué que tous les mots qui commencent par D sont tragiques. Dépossession, déflagration, décomposition, etc. Donc il va vivre tout ça. Délabrement. Donc, c'est une sorte... J'ai écrit un livre qui s'appelle, c'est un conte philosophique qui s'appelle « J'épouserai le petit prince ». Là, c'est une utopie. C'est l'histoire de Gaudia, une petite fille de 10 ans qui va faire le vœu d'épouser le petit prince. Et ses parents vont lui dire: mais le petit prince n'existe pas, c'est un personnage fictif. Mais elle va faire tout pour l'épouser. Donc c'est une utopie. Mais miracle, c'est le contraire, c'est une dystopie. Mon personnage avait tout, il va devenir rien du tout. Il était quelqu'un, il devient quelque chose. Il était ingénieur à Montréal. Lorsqu'il rentre chez lui, il va perdre tout, tous les repères. Donc c'est un être désemparé. Et c'est une métaphore de la vie, parce qu'on arrive au monde, on pense que la vieillesse commence à 50 ans, alors qu'on commence à vieillir dès la naissance. On se prépare à mourir à la naissance. Et quand je dis ça, je ne suis pas défaitiste, parce que le monde est tragicomique, la vie est tragicomique. D'ailleurs, moi je m'entends beaucoup plus avec des gens qui ont une façon un peu particulière de voir le monde, une façon tragique. Parce que les gens qui trouvent que le monde, c'est-à-dire la paix, doit exister, oui, il faut se battre pour la paix, la justice, etc. Mais il n'y aura jamais une paix totale et absolue. Donc, mon livre, je dirais, là, moi je suis influencé, là à citer des écrivains que j'aime beaucoup, certainement, il y a quelques influences. J'aime beaucoup la littérature sud-américaine. Et Garcia Marquez. Donc Juan Rulfo, je pense notamment à Juan Rulfo, le réalisme magique. Moi je ne dirais pas c'est du réalisme magique parce qu'il y a 2 étapes dans ce roman. Il y a la première étape, je dirais très proche du réalisme. La seconde étape, je dirais, c'est pas du réalisme magique, mais je le qualifierais, si vous me permettez, de réalisme tragico-magique. Parce qu'il y a une certaine... on est entre le rêve et le cauchemar. Mais il y a même des... je ne sais pas si tu dois connaître, évidemment, il y a même des accents de Dany Laferrière, qui est un écrivain haïtien qui vit au Canada depuis les années 70. Est-ce que tu... notamment à la fin, hein,
notamment à la fin, parce qu'il a bien décrit la vie des exilés, hein, de cette difficulté quand on vient d'un pays où les sociétés sont communautaires, quand on va vivre dans un pays où c'est plutôt l'individualisme, dans des pays chauds, on va vers les pays froids, etc. Il y a cette lutte-là chez l'individu qu'on retrouve aussi chez toi. Oui, certainement. Je connais même l'écrivain en question, Daniel Laferrière. On s'est rencontrés plusieurs fois à Montréal. Oui, certainement, les gens qui viennent du Sud traitent des thèmes parce que c'est un exilé comme nous, quelque part. En même temps, j'ai remarqué une chose. D'ailleurs, je l'ai dit lors d'une émission de télévision haïtienne, parce qu'on m'a invité en Haïti, à Port-au-Prince. J'aime beaucoup ce peuple. Hein. C'est un peuple qui pratique l'art, même dans la misère. Hein. Vraiment, c'est touchant. Et ce qui est intéressant, par exemple, le rapport que nous avons entre les gens qui viennent du Sud et les gens du Nord. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le proverbe berbère. Là, on le trouve, on dit c'est un proverbe africain, mais il existe chez le Touareg. C'est-à-dire, on dit que l'homme blanc a inventé la montre, mais nous avons le temps. Ils ont la montre, nous avons le temps, quelque part. J'ai réfléchi à ce proverbe. Là, je vis maintenant en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il y a la vitesse, la dictature de la vitesse. Et avant, lorsque je vivais là-bas, je trouvais les nôtres, il y a une certaine nonchalance qui me dérangeait. Mais maintenant, je trouve la nonchalance, c'est une philosophie pour moi, de vie. J'ai écrit récemment un texte pour critiquer un petit peu nos amis nord-américains, Cheese ou la tyrannie du bonheur. J'ai remarqué que tous les agents immobiliers au Canada, les hommes politiques sourient tout le temps. Alors que l'art devrait refléter l'intérieur de l'être humain, quelque part. Donc, le Sud, par exemple, le critère de beauté, par exemple, les gens du Sud, notamment nous, quelqu'un qui est beau, il faudrait qu'il soit blanc, aux yeux bleus, etc. Mais au Canada, non. Si on est blanc, on est gris quelque part. Hein. Ils préfèrent les bruns, les basanés, etc. Donc, c'est très intéressant. Même avant, je viens de la montagne, de Kabylie, et avant, je détestais les montagnes. Maintenant, on vit au Canada, il n'y a pas de montagne au Canada. Et ça me dérange maintenant. Et eux, les gens du Nord, préfèrent les montagnes. Donc c'est très intéressant, c'est parallèle à faire. Enfin, donc, certainement que Daniel Laferrière, lui qui vient du Sud, c'est un homme insulaire. Il a vécu avec le soleil, même si c'est les tropiques, c'est pas la même chose que nous, mais il y a le soleil tout le temps. Et en même temps, il s'est exilé. Il a vécu la dictature des deux Duvalier, donc Papa Doc et son fils Bébé Doc. Donc il a vécu tout ça. Donc c'est un exilé quelque part. Moi, j'aurais aimé rester chez moi. Moi, j'ai quitté l'Algérie en 2002. J'étais dans le mouvement, le Printemps Noir. Donc quelque part dans le roman, on trouve quelques traces. J'étais marqué par ça. D'ailleurs, j'aimerais peut-être raconter ça, c'est que j'ai rédigé avec deux personnes la déclaration pour inviter l'Arrache à l'université Tizi Ouzou. Et moi, il y avait même Efsah, maintenant, je crois qu'il travaille pour le régime, je crois. Enfin, avant, il était démocrate. On a rédigé une lettre pour inviter des comités de village. Ça a donné naissance après à l'Arrache, ce qu'on appelle l'Arrache. Avec un groupe d'étudiants, on est allé dans l'Est, l'Ouest et le Centre pour convoquer des étudiants pour organiser une sorte de mouvement national et dénoncer le régime algérien. Et malheureusement, ça s'est soldé par un échec. Donc il y a eu, entre-temps, la création de l'Arrache. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et maintenant, on est passé à un autre stade. Donc, désillusionné, j'ai quitté l'Algérie. Je me retrouve à Paris. Après, à Clermont-Ferrand, j'ai fait mes études. Et là, je vis au Canada.
Donc je me suis... je reviens à Paris. Écoute, à ce stade, je vais peut-être donner la parole à la salle. Il y a peut-être des questions. Non? Il n'y a pas de questions? Ah si, j'ai une petite question. Oui. Voilà. Je voudrais savoir si tu excusez-moi, bonsoir. Je voudrais savoir si tu fais traduire tes ouvrages dans d'autres langues, en particulier en arabe par exemple, hein, pour transmettre un petit peu pour nos entre guillemets frères arabophones ton œuvre, ce que tu fais, que je trouve exceptionnellement intéressant. Moi, ce que je pense, c'est que toutes les langues se valent, donc toute ouverture là, pour faire connaître son œuvre, pourquoi pas. Bienvenue, donc pourquoi pas. Il y a des projets de traduction dans ce sens. Après, c'est mon éditeur français là qui s'en occupe. Merci. D'autres questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, j'aimerais revenir sur deux choses. La première, c'est que on sait très bien que dans chaque œuvre, dans chaque roman, il y a des éléments d'autobiographie. Il y a toujours, on injecte toujours de l'autobiographie, hein, romancée, transformée, etc. Quelle est la part d'autobiographie dans ton roman? Ça, c'est la première question. Et une question subsidiaire, si j'ose dire, à celle-là, c'est ce personnage étrange du frère jumeau. Du frère jumeau. J'aimerais savoir si... ça, c'est vraiment une curiosité de lecteur. Hein, si tu t'es inspiré de quelqu'un qui a existé, ou alors c'est vraiment une invention de... J'ai de la peine à croire que c'est une invention pure, quoi. Je réponds, je vais utiliser le prédécesseur écrivain, Aragon, qui dit « Le romancier, c'est celui qui utilise l'art du mentir vrai. » Donc, dire des vérités avec des mensonges, bon, je dirais. Et quand je dis le mensonge, c'est la fiction. Et c'est quoi un roman? C'est la transposition poétique du réel. Si on va être très fidèle à la réalité, autant utiliser le cinéma par exemple. Ou même le documentaire, même le reportage. Hein, oui, certainement. Acte de création et c'est la réalité revisitée. Exactement. Mais ce qui est intéressant, là, c'est parce que vous connaissez Antoine Albala, c'est un grand spécialiste de l'art d'écrire. Malheureusement, il est oublié, et décédé, je crois, en 1936 ou 1935. Il raconte, hein, lui, qu'est-ce qu'il fait dans son travail? Il prend les grands textes, et il va dire, voici comment il ne faut pas écrire. Donc il va regarder les défauts de l'auteur. Il raconte une scène, George Sand considéré comme une grande écrivaine, mais lui, il a vu ses défauts. Mais à un moment donné, il trouve une qualité d'elle. Il y a la narratrice ou le narrateur de George Sand dans une forêt. C'était le printemps. Et la narratrice entend le chant d'oiseaux. Au lieu de dire il chante de manière joyeuse, ça c'est un cliché, elle va dire, elle va chercher l'oiseau, ne le voit pas, elle va dire, on dirait que c'est une fée qui chante. Pourquoi je raconte cette anecdote? Pour dire que ce qui est intéressant, c'est-à-dire il ne faut pas écrire avec les yeux, il faut écrire de ses tripes quelque part. Non, mais donc, je ne te demande pas comment écrire. Non, mais je reviens. Oui, je reviens à ça. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a des parts de moi. C'est quoi un personnage? C'est l'addition de ce qu'on a vu d'autres personnages. On peut fabriquer. Ici, par exemple, je pourrais mélanger. Je prends par exemple les cheveux de notre ami là-bas, un costume d'un autre assistant, etc. Je créerai un personnage, éventuellement. Il y a certainement ça. Mais après, sincèrement, pour être honnête, je ne pourrais pas dire la part de vérité
Pas de vérité, d'autobiographie. D'autobiographie dans Pas de vérité, c'est dans ce livre, où la part, je dirais, inventer, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me présenter des condoléances à ma mère, alors que ma mère est vivante. C'est pour ça que j'ai pris le soin, lorsqu'il est publié au Canada, mon éditeur que j'ai mis, celui qui dit je n'ai pas l'auteur, m'a dit Karim, non, ne mets pas ça, etc. Je lui ai dit, j'ai insisté, je lui ai dit, je vais mettre ça. Je sais, moi je connais les nôtres, même des lecteurs, hein, il n'y a pas que les nôtres, même des lecteurs en général, ont tendance à confondre le lecteur, enfin l'écrivain avec le narrateur. Et quand on utilise je, c'est très délicat. Toi qui es écrivain, tu le comprends très très bien, certainement. Je est un autre, de toute façon. C'est ça. La clé de l'écriture. Après, je reviens aux frères jumeaux. Frères jumeaux, oui. Moi, nous sommes 6. J'ai une sœur, 5 frères. Donc... 4 frères. 4 frères. En même temps, oui, 4 frères avec moi. C'est-à-dire, nous sommes 6 en tout. Après, ma mère est vivante, donc c'est quoi? En tout cas, parfois, les réels disent beaucoup de choses sur le réel. Et plus vrai que le réel. C'est comme dans Quichotte, hein. Le réel n'a jamais eu lieu, quelque part. C'est quoi écrire? Pour être honnête avec vous, ce livre-là, c'est pour ça que je dis, les gens regardent la religion de ma mère et pensent que je fais un discours. Ce livre est né de 2 images, et non d'un concept, d'une idéologie. Donc peut-être il y a un discours à l'intérieur. Mais la vérité est la suivante. Je raconte l'histoire du personnage, il sort de l'école adolescent, ou même enfant, il voit sa mère en train de prier dans le sens opposé à la Mecque. Choqué parce qu'il sort d'une école islamisante, il dit à sa mère, c'est péché, c'est interdit, Allah te punira. Sa mère se retourne, lui dit, je suis en train de surveiller ma marmite. Ma Mecque à moi, c'est ma marmite, mon prophète à moi, c'est toi mon enfant. Voilà, ça, c'est une part de vérité. Et l'autre part de vérité, j'étais à Montréal, je devais refaire mon passeport, parce que je voulais aller à Cuba, avant je n'étais pas encore citoyen canadien, et ça fait un moment que je n'ai pas vu mon passeport, je le vois, je l'ouvre, je le déplie, je le vois, il est vert. Il est écrit en arabe, il y a un peu de français, mais il n'y a pas la langue de ma mère. Et ça m'a choqué. Et je dis la chose suivante, lorsque je suis né, on m'a dicté, on m'a mis sur le front une étiquette arabe. À ma mort, je serai enterré musulman. Mon acte de naissance est un acte de décès. C'est ça qui a provoqué, d'ailleurs j'ai écrit une chronique là-dessus, là, j'ai appelé l'Afrique doit retrouver son nord, au sens propre et au sens figuré, a perdu son nord complètement. En même temps, le nord, c'est le Maghreb, et souvent le Maghreb arabe. La plupart des Nord-Africains, ils ont les pieds en Afrique et la tête en Orient. Et ça me dérange. De temps en temps, nous devons regarder donc non seulement la Tour Eiffel ou l'Orient, il faudrait qu'on regarde également le Durdura de temps en temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que c'est votre précédent voyage en Algérie où vous avez connu une certaine déception qui a inspiré ce livre déjà, le constat de tous les fléaux qu'il y a, et par ailleurs, quand vous parlez de la religion de votre mère, et à un moment donné, vous disiez que je ne parle pas de l'islam, je parle de la religion en général. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce de syncrétisme dont vous voulez parler, de différentes croyances? C'est à un moment donné. Du coup, j'avais une autre question, mais je l'ai oubliée. Excusez-moi. Alors, le précédent voyage, je l'ai fait pour aller faire la promotion de ce livre. Donc, le livre est paru déjà au Canada et en Algérie. Donc, quelque part, j'ai vécu
Voilà, le réel est plus fort que la enfin, l'irréel est plus vrai que la réalité. La fiction est plus vraie que la réalité. Donc j'ai fait le chemin inverse de Merak. Même Merak a fait le chemin, hein, parce qu'il est reparti à Montréal, mon personnage. Quelque part, il raconte le désenchantement de son histoire, ce qu'il a vécu, son pays. Donc il y a cette allégorie sur son pays perdu. Moi, je le dis plusieurs fois, l'Algérie, pour moi, c'est un pays perdu. Je l'ai aimé à un moment donné, mais cette Algérie n'aime pas ses enfants. Du moins, cette Algérie officielle. Donc il y a quelque chose de tragique dans tout ça. Et donc, j'écris, d'ailleurs, moi, à la base, je suis ingénieur. Pourquoi j'écris? J'écris pour ne pas mourir. Et ne pas mourir, c'est quoi? Pour exister. Exister pourquoi? Parce que non exister me dérange. En Algérie, on n'existe pas. On n'existe pas. C'est ça le problème. Donc j'écris quelque part pour... je l'ai dit, hein, on est ballotté entre l'Est et l'Ouest. On est colonisé par Napoléon d'un côté, de l'autre par Orba. Et on est entre les deux. Donc, dans le livre, je me suis créé cette existence fictive. C'est pour ça que j'aime le théâtre, je fais du théâtre également. Et j'aime la poésie. Pour faire face à cette, je dirais, tragédie là, imposée par l'histoire, quelque part. Têtue. Et c'est bon? J'ai répondu à votre question. La religion de votre mère? Oui, la religion de ma mère. Là, pour compléter, enfin tout à l'heure j'ai parlé de la religion de ma mère, certainement il y a de l'islam, mais c'est ce que ma mère est musulmane. Mon personnage parle de sa mère. Mon personnage, à un moment donné, je raconte une anecdote dans le livre, adolescent, c'est l'hiver, il y a eu une crue dans le village. Cette crue, l'inondation a défoncé un entrepôt d'alcool, a importé dans son sillage donc des canettes de bière, des Bacardi, des bouteilles de vin. Les adolescents du village sont allés chercher, ramasser ces bouteilles. Et Merak revient avec plusieurs canettes. Il a donné à sa mère du Bacardi. Il lui a menti parce que Bacardi est sucré. Hein. Et sa mère l'a cru parce qu'il dit c'est de la limonade française. Le gazou rend bien. Donc sa mère l'a bu. Mais le lendemain, mon personnage, il s'approche de sa mère et lui dit en fin de compte, ma maman, hier je t'ai menti, en fin de compte c'est de l'alcool que je t'ai donné. Et sa mère lui répond, c'est-à-dire, le ciel pourrait être le royaume de Dieu, mais tout ce qui est sur terre, est à nous. Donc, sa mère est laïque. Sa mère, ce que mon éditeur français m'a dit, il a dit ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la mère est absente, est morte d'entrée de jeu, mais la plus présente, c'est elle dans le roman. C'est elle qui a raison sur son fils, sur l'État algérien, sur l'exil, sur les islamistes, sur les militaires algériens, sur tout le monde, sur l'Occident, sur le consumérisme, parce qu'il y a une critique du consumérisme dans ce livre également. Et alors, s'il était traduit Mazert, comment, c'est quoi le titre? Ce serait quoi? Din Nima, je dirais. Mais Nima, Nima. Monsieur Din Nima, c'est pas la même chose. C'est pareil aussi. Mais il ne faudrait pas que ça soit comique, hein. C'est ça qui est intéressant. Les langues, hein, on passe d'une langue à une autre, la traduction. C'est pour ça, à un moment donné, j'ai choisi de garder, je crois, il y a 3 passages en kabyle, c'est exprès. Cela dit, le titre est extraordinaire. Hein. Merci très beaucoup. sincèrement, c'est de très belle trouvaille, la religion de ma mère. Justement à cause de cette ambiguïté, de cette... Et parfois, en kabyle, une phrase pourrait être comique, mais on la traduit, ça devient tragique, ou ailleurs. Hein. Non, là, je pense que les gens rient parce que c'est très audacieux comme formule, quoi. Hein, je veux dire, subvertir quelque chose de blasphématoire en quelque chose de contraire de toute façon, ce serait blasphématoire à condition d'ajouter la négation. Parce
Parce que 10 000 mains, c'est... Mais à ce sujet... Non, parce que l'usage a supprimé ce qui prive... voilà, mais... non, je trouve que c'est vraiment... Il y a un peu de ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, j'ai pris la parole à l'Assemblée nationale au Québec pour défendre la laïcité. Et je parle de l'histoire de la laïcité, même si c'est la France qui l'a institutionnalisée, mais ça existe ailleurs, même chez nous. Par exemple, je raconte l'histoire enfin une anecdote, c'est passé il y a longtemps, l'empereur, il y a eu une correspondance entre l'empereur byzantin et, comme par hasard, c'est un berbère, le pape Saint-Gélase. Le dernier a écrit au premier une lettre où il lui dit en matière de religion, l'empereur doit écouter le prêtre, et en matière de politique, le prêtre doit supplier aux ordres de l'empereur. Donc c'est la séparation des pouvoirs. Mais parfois, j'essaie de chercher chez nous des petites phrases comme ça. Tout à l'heure, je racontais à notre ami qui vient de sortir, par exemple, j'ai écrit dans Marianne l'histoire du berger. L'histoire du berger, on lui a demandé d'aller prier à la mosquée, il lui a dit c'est-à-dire, même si je prie derrière un rocher, Dieu me verra quand même. Donc, c'est une forme de laïcité kabyle. Et dans le roman, mon personnage, lors de l'enterrement de sa mère, il voit il se pose des questions sur le peuple, il essaie d'analyser son peuple. Il trouve le peuple bizarre un peu. Il y a un peu de paganisme, un peu d'islam, même beaucoup d'islam. Après, il y a même du christianisme un peu qui reste, etc. Il dit, les Kabyles, quand ils sont sages, ils disent « je m'alime » au nom de toutes les croyances, mais il a osé mon personnage dire, quand ils s'énervent les Kabyles, ils disent quoi ? « Brarbé ». Je jure sur Dieu qu'il n'existe pas. Il faut aussi dire les choses. Et parfois, on est dans... Récemment, j'ai publié un texte où parfois, j'aime jeter des fleurs aux Kabyles et aux Berbères en général, mais parfois, c'est bien de leur jeter à la face des épines. C'est très important également. C'est-à-dire, moi, j'ai remarqué que les Kabyles utilisent deux arts dangereux, la plupart du temps. C'est l'autoflagellation ou l'autoglorification. Ils sont les meilleurs au monde ou les derniers. Ils sont le miel de l'histoire ou la lie de l'histoire. Moi, ça me dérange, ça. Ils ne sont que comme les autres, avec nos défauts et nos qualités. Et ce qui est important pour moi, comment je vois les choses, nous devons sortir je dirais, du romantisme, du lyrisme. C'est comme l'adolescent. Là, je porte une bague Imazeran, c'est mon frère qui me l'a offerte. Avant, j'aimais bien le symbole, mais j'aime toujours. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est ce fossé qui existe entre le fantasme et la réalité des choses. Il y a cette déconnexion du réel. Il y a ce lyrisme. C'est comme l'histoire de l'adolescent là, qui aime une fille, il va exagérer son amour, il va l'extrapoler. Donc il n'est pas dans l'amour ordinaire, il est dans l'exagération de l'amour. Et nous, Kabyles, je crois, nous souffrons, là j'ai qualifié, même si c'est un peu dur, de syndrome du nomade. Et le roman, mon personnage, Mirak, il est invité à assister à la projection d'un film, comme par hasard, un ami gitan. Et le film, comme par hasard, est réalisé par un gitano kabyle qui s'appelle Tony Gottlieb. Liberté. Le film s'appelle Liberté. Et il y a une scène dans ce film qui a frappé le personnage et qui m'a frappé moi. Là, c'est moi qui parle. Et parfois, il y a la confusion entre moi et le personnage. Et il y a un personnage dans le film qui s'appelle Taloche. L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un préfet, sous le régime de Vichy, arrive pour inaugurer des conduites d'eau. Et Taloche n'a jamais vu de sa vie un robinet. Il ouvre le robinet, il voit l'eau s'écouler. Au lieu d'être content parce qu'il a enfin l'eau chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier comme un possédé. Pourquoi avez-vous emprisonné l'eau dans des tuyaux? L'eau est faite pour couler dans les rivières.
Et j'ai trouvé cette scène représente les Kabyles quelque part. Et j'ai écrit un texte pour soutenir le mozabite Kamal Denfra, où j'ai utilisé cette expression, le complexe des oiseaux. Un faucon dans le ciel, il voit le chien, il va le mépriser. Parce qu'il va dire, le chien ne peut pas voler comme moi, il ne peut pas voler. Mais lorsqu'il va s'essayer à la démarche du faucon, plutôt du chien, pardon, il va trouver que marcher, c'est pas si facile que ça. Voilà, pour dire, à mon avis, c'est pas ce syndrome du gitan ou du nomade atteint d'autres peuples, les peuples lyriques, les peuples qui n'existent pas, les peuples qui vivent à la périphérie du monde. Probablement, prochainement, je publierai un conte que j'ai intitulé l'histoire des lièvres devenus lapins. C'est l'histoire des lièvres qui vivent en forêt, sont bien, ils critiquent même les lapins, ils les considèrent comme des animaux soumis, parce qu'ils vivent dans des clapiers. Et il y a un fermier qui reçoit une commande, il va aller les piéger. Donc il va revenir de la forêt avec une centaine de lièvres. Mais il va les mettre dans des cages, dans des clapiers. Mais il va faire tout pour les nourrir. Mais au début, ces lièvres vont résister, vont dire ne sont pas des lapins, on refuse de devenir des lapins. Mais il va trouver des stratagèmes pour les diviser, pour régner. Donc il va mettre d'un côté les blancs, les noirs d'un côté de l'autre, les femelles d'un côté, les mâles de l'autre, les petits d'un côté, les costauds de l'autre, etc. Mais ils vont quand même, il y en a quelques-uns qui vont céder, donc ils vont commencer à se nourrir, mais d'autres qui vont résister. Mais ils commencent à gagner. Donc ça commence à donner des résultats, sa stratégie. Et à la fin, il y en a quelques-uns qui vont résister, il y en a deux notamment, il va les égorger devant tout le monde pour créer une psychose. Et là je vais sauter, je ne vais pas raconter tout le conte, à la fin, le fermier va mourir, et je termine par cette phrase, ils vont se retrouver orphelins et emprisonnés même à ciel ouvert. C'est quelque part nous, Kabyles. Vous connaissez sans doute le livre très, très connu de la Boétie, le discours de la servitude volontaire. Je conseille d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas lu à le lire. Il parle de nous, traduit je crois en kabyle, ouais, exactement. Je conseille vraiment les gens à le lire. Ce qui est intéressant dans cette réflexion philosophique, d'ailleurs a inspiré beaucoup de grands de ce monde, comme Gandhi, ce livre a inspiré Gandhi, a inspiré Tolstoï, Thoreau, Henri David Thoreau, etc. Et ce qui est intéressant dans ce livre, il dit deux choses. Il dit que la tyrannie n'existe pas pour lui, c'est une servitude volontaire. S'il y a des esclaves, c'est pas parce qu'il y a le tyran qui a fait des esclaves, parce qu'ils acceptent la servitude volontaire. Donc volontairement, ils acceptent cette tyrannie. Donc il a renversé les rôles et ça a donné quelque chose d'intéressant. Donc ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience. Pour se libérer, non pas prendre conscience, moi ce qui me gêne un petit peu, donc, quand on se dit Mazéran et Mazéran, ce qui me dérange, c'est qu'on se considère comme des hommes et des femmes libres, alors qu'on n'a même pas pris conscience qu'on est colonisé. Donc la première des libertés, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience, c'est très important. Après, l'habitude, c'est comme, vous connaissez probablement la citation d'un auteur russe, l'oiseau qui naît dans une cage, il pense que l'espace de liberté, c'est la cage. Donc c'est l'habitude. C'est l'habitude. On est habitué. Par exemple, le texte que j'ai écrit, là, l'Afrique doit retrouver son or, au début, même si ça me dérangeait moins, il y a des gens qui portent la carte d'identité, le passeport, et voilà, ils se sentent algériens, mais cette Algérie officielle me dérange, me gêne beaucoup. Il n'y a pas la langue de ma mère. Et pourtant, c'est quelque chose de choquant, mais là, ça fait partie de nos habitudes, parce que lorsque nous a donné ces papiers, on a vu d'autres
porter ses papiers sur eux, etc., etc. Ça devient de l'habitude. C'est la soumission volontaire. Voilà, oui, tu vas être le dernier d'ailleurs parce que... C'est pas une question concernant le roman que j'ai commencé à lire, je n'ai pas fini parce que je l'ai laissé en Algérie en venant. Bon, donc, mais je pense que ça a quand même à voir avec tout ce que vous écrivez. Vous avez dit que vous avez activement participé au mouvement de 2001, qu'on appelait le Printemps Noir, et puis vous venez de dire un peu votre malaise face à cette identité amazigh, enfin, tout ce qui la représente en tout cas, malaise qui est perceptible au-delà de ce que vous venez de dire chez beaucoup de gens. Est-ce que quelque part, ce mouvement de 2001 n'y est pas pour quelque chose? Parce que jamais on a vu une mobilisation aussi importante, populaire, aussi massive, aussi déterminée, et en même temps, enfin moi en tout cas, ce que j'ai vu, c'est un grand vide au niveau de ce que ça a apporté. Ça n'a rien apporté. Ça a été une régression formidable. Et je pense que ça a cassé beaucoup de choses. Hein, ça a cassé. Je ne dis pas que... Je ne suis pas partisan de la théorie des complots. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui vont manigancer. Mais le résultat est là. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui a vécu de l'intérieur ce mouvement. Merci pour... la question. Moi j'ai vécu au début, hein. Après je suis parti en 2002, donc je crois que ça a duré au moins 3 ans, le mouvement. Si on regarde les résultats, certainement, il y a l'épuisement, le désenchantement même, les désillusions, tout un chapelet d'illusions. La plupart des gens, des jeunes, des gens qui ont fait des études avec moi ont quitté, ont fui quasiment le pays. Donc il y a la fuite des cerveaux, si on peut appeler ça ainsi. Oui, après, moi ce que j'ai appris, je vis en Amérique du Nord. Lorsque je vivais en France, je ne connais pas la notion de pragmatisme. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai voyagé. J'ai été en Amérique latine. Donc, et un peu partout autour de moi, il y a des gens qui voyagent, qui apprennent chez d'autres, soit la littérature ou la science. Et la diaspora kabyle s'organise un peu partout, notamment au Canada, et même ici, même ailleurs. Donc il y a des associations, il y a de la création. On enseigne à Montréal, même à Ottawa. Donc il y a... Mais peut-être si on regarde à court terme, ça crée un vide, mais à long terme, ce vide-là sera rempli, à mon avis, par beaucoup d'énergie. Et comment je vois les choses, c'est que je pense à un moment de ma vie, lorsque j'étais enfant, je vivais dans un petit village perdu au fin fond de l'Académie. On n'avait pas d'électricité. Et je devais rentrer chez moi le soir à 10h ou à 11h l'été, donc il faisait nuit, on jouait avec des amis. Et ce qui m'aidait pour revenir chez moi, parce que le sentier est accidenté, donc pour revenir chez moi c'était dangereux. Et j'ai trouvé un insecte qui m'aidait, qui m'éclairait, qui éclairait le chemin du retour. C'est un ver luisant. Un ver luisant. Donc j'ai utilisé cet insecte pour revenir. C'est comme la luciole, une luciole. Donc, au fond de moi, derrière les ténèbres, il y a toujours un ver luisant, une luciole, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Donc, derrière les ténèbres là, épaisses, des événements de 2001, 2002, 2003, se cache, à mon avis, une luciole, ne serait-ce que métaphorique, enfin, poétique,
pour me montrer le chemin. Là, il y a des gens qui travaillent, il y a des énergies. Après, le devant, moi, je reste très critique également envers les nôtres. Nous devons accepter le débat entre nous. Nous devons éviter de confondre l'ennemi et l'adversaire. C'est très très important. J'ai l'impression, là j'ai découvert ça au Canada, hein, les Canadiens, il y a des fédéralistes, des gens qui sont contre l'indépendance du Québec, et des souverainistes qui sont pour l'indépendance du Québec. Ils discutent entre eux. Ils m'ont invité une fois à l'Assemblée nationale. La même table, j'ai eu des adversaires politiques, mais je n'ai pas eu d'ennemis. Le problème chez nous, Kabyles, il n'y a que des ennemis. Et je pense, c'est triste à le dire devant vous, quand deux Kabyles se rencontrent, la plupart du temps, ils se neutralisent, ils ne s'additionnent pas. Et ça me dérange. Moi, sincèrement, j'aimerais bien qu'on discute de tout, des sujets qui fâchent, de l'avenir de la Kabylie, de son passé. Parfois ça m'arrive, même, j'aime beaucoup ceux qui écrivent en kabyle, ça m'arrive, j'ai découvert quelque chose que dans l'écriture kabyle n'a pas été fait encore, j'ai découvert chez les autres. C'est bien de discuter de l'esthétique également. Moi j'aimerais bien également que les gens me critiquent, ce que quelques-uns font, c'est bien. Et en politique également. Toutes les énergies kabyles, à mon avis, doivent se rencontrer. Ils doivent se jeter non seulement des fleurs, mais également des épines, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, merci. Alors là, tout à l'heure, tu parlais de peuple lyrique. Là, tu nous as apporté la confirmation. Et si on enlève le lyrisme kabyle, qu'est-ce qui reste? Voilà, on va s'en tenir là, peut-être, sauf s'il y a encore une... Moi, je me suis rappelé ma dernière question. Allez. Comment te refuser Ouais. Eh bien, moi j'étais arrivée un petit peu en retard, donc je ne sais pas ce que vous avez dit auparavant, mais à un moment donné, vous parliez de vous, je crois, en disant mon acte de naissance est un acte de décès parce que quand je vais mourir, on va m'enterrer en tant que musulman, un truc comme ça, c'est ça, non? J'arrivais pas à comprendre. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Et d'une part, déjà, on n'est pas obligé d'être enterré en tant que musulman, pour ne pas être enterré, mais c'est faire en sorte que vous ne soyez pas enterré en tant que musulman. Et puis si c'est pour dire ça de manière générale, il y a des gens qui sont heureux d'être enterrés en tant que musulmans. Donc voilà, je ne comprenais pas ce que vous disiez. Voilà. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on n'a pas le choix. Tu reveux le micro, Hamd? J'ai le choix. Non, c'est-à-dire la naissance, on est naître en Algérie. J'ai le choix, moi. Non, il n'y a pas de problème. Moi également, j'espère avoir le choix après. Peut-être me faire incinérer, je ne sais pas. Moi, ce qui me dérange, c'est une question philosophique intéressante. Vous connaissez sans doute Émile Cioran, le philosophe. Il dit la chose suivante, ce qui le dérange lui, ce n'est pas la mort ou la vie, c'est plutôt la naissance. Et ça me touche. Moi, je suis très proche d'Émile Cioran. Et pourtant, il est décédé en 95. C'est un Romain. Cioran, c'est vraiment le philosophe de la mort, quoi. Mais la mort, oui, mais là, ça c'est un raccourci. Hein. Enfin, oui. Mais il a reçu des lettres des gens qui l'ont lu, il les a guéris quelque part du suicide. Et il raconte la chose suivante, par exemple. Lui, quand il n'est pas bien, quand il veut se tirer une balle dans la tête, il écrit où il va aller au cimetière. Lorsqu'il va aller au cimetière, ça le console un petit peu. Je nous donne l'occasion de raconter ce qu'il raconte lui-même. Cioran, quand il était jeune, il y avait une fille dont il était très amoureux. Il était vraiment très amoureux, c'était pas exactement réciproque. Puis un jour, il la surprend avec son meilleur ami. Alors il a écrit des vingtaines d'ouvrages contre la femme. Il avait quand même le talent de transformer cette situation personnelle en principe philosophique, en méditation, etc. Moi, je ne trouve pas misogyne. Hein. Vraiment, il aime les femmes, il a aimé sa femme, même s'il est... C'est un romain, hein. Les Romains, je ne généralise pas. Hein. Mais pour raconter Cioran, il y a quelque chose d'intéressant, parce que il a connu, c'est l'ami de Ionesco, le dramaturge, également de Beckett. Ils étaient très proches. Ils se voyaient d'ailleurs au jardin du Luxembourg. Personne ne connaissait Cioran, parce qu'il refusait d'accorder des entretiens à la télévision, etc. Mais Beckett et Ionesco étaient très connus. Mais lui, ça le faisait du bien.
l'anonymat, etc. Il raconte, il y a UNESCO, j'ai écouté un entretien avec lui, où il dit que sur Oran, lorsqu'un voisin à lui a lu Précis de décomposition, il a fait plusieurs tentatives de suicide. Il a raconté ça à la police. La police est allée voir Suran, à côté, parce qu'il habite juste à côté. La police l'a trouvé en train de manger du chocolat. Donc c'est un bon vivant. Quand il écrit d'ailleurs, il dit ça, il a dit « Quand je suis pas bien, j'écris ». Quand il a envie de se tirer une balle dans la tête, il écrit. Mais c'est quelqu'un qui aime la vie. C'est ça le paradoxe là. Parfois les gens qui lisent la plupart de mes chroniques, je traite de sujets très graves, à part j'épouserai Petit Prince, c'est une utopie là, sur le rêve. Il y a des gens qui pensent que dans la vie je ne suis pas quelqu'un d'heureux, alors que des gens qui me connaissent, j'adore la vie, je suis épicurien, j'adore la vie. J'adore la vie. Donc parfois, quand on n'est pas bien, on écrit. Han, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi je comprends tout à fait ce qu'il veut dire quand il dit je vais être enterré comme musulman. Moi je me pose la question pour des raisons évidentes et je regarde effectivement ce qui se passe, les enterrements et je suis choqué. Être obligé d'être enterré comme musulman. Voilà, et en même temps, jusqu'à présent, peu de gens osent se libérer de ce rituel, parce que c'est très compliqué. C'est lourd, absolument. J'ai assisté à un enterrement de quelqu'un qui l'a fait à moitié, en l'occurrence l'enterrement du père de Oulas Mahatoum, quand il a renvoyé le groupe Talvanir qui devait chanter La ilaha illallah. Donc je les ai vus arriver. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai 60 ans, plus passé, et c'était la première fois que je voyais ça. Et il leur a dit si vous venez pour accompagner dans le silence, comme tout le monde, mon père, vous êtes les bienvenus. Mais si c'est pour dire La ilaha illallah, mon père a dit non, il n'en veut pas. Donc, et ils ont fait demi-tour. Et j'ai vu effectivement la mise en œuvre du père Mahatoum en silence. Et c'est le seul cas. Sinon, vraiment, c'est ajouter à la mort à la mort. Voilà, c'est de la mort dans la mort. Allahu Akbar, Mashallah, Illah, tout ce que moi je déteste au plus profond de moi-même, je vis ça comme une deuxième mort. Vraiment, c'est absolument insupportable. Et c'est effectivement important. Le fait est que nous n'avons rien pour gérer ces moments essentiels dans la vie qu'est la mort, même si c'est un peu un oxymore. Voilà, à un moment donné, en général, c'est des moments de fragilité dans la vie. Les gens ne pensent pas à organiser ça, ça on avait imprévu en général la mort, et on subit ça. On subit ça, y compris j'ai des gens qui n'ont strictement rien à voir. J'ai vécu l'enterrement d'un ami comme ça qui était complètement athée. Je n'ai pas osé intervenir parce que je n'étais pas suffisamment intime avec la famille. Et je suis sûr que le pauvre devait se retourner dans son cercueil. C'est quelque chose d'amour. Je voudrais revenir juste sur l'histoire de 2001. 2001, effectivement, il y a quand chez les Kabyles, on ne sait pas discuter de manière positive, c'est tout à fait exact. Et 2001, il y avait quelque chose de positif, parce qu'à un moment donné, ça a mis un terme à un débat complètement stérile qui était le débat entre FFS et RCD qui était opposé à des ennemis jurés, et vraiment où l'un était systématiquement contre ce que proposait l'autre, et ça arrivait vraiment à quelque chose de complètement stérile. Le problème c'est que effectivement La Roche, moi j'ai vécu ça, donc où là chez les RCD, où là chez les Zomalisés, et où là chez les Nerveux, il n'y avait rien d'autre. Et je n'ai rarement vu quelque chose d'aussi affligeant que la plateforme d'Emerson. C'est vraiment d'une nullité. Et quelque chose, quand on a vu le mouvement qu'il y a derrière pour accoucher de ça, c'est terrible. Et j'ai l'impression que vraiment il y a eu une désagrégation de la société kabyle, où même les valeurs traditionnelles ont commencé à dégager. Et ça a été un moment d'accélération très forte. Et aujourd'hui, la Kabylie qui est une poubelle, rien que l'aspect physique de la Kabylie, c'est insupportable. Et je crois qu'il y a eu quelque chose depuis qui est allé s'aggravant et qu'il n'y a rien pour rattraper. Alors peut-être qu'un artiste va nous proposer un romancier, va redonner espoir. Je pense que voilà.
ça peut être de ce côté-là que ça doit venir. Mais en attendant, moi je suis extrêmement pessimiste. J'ai écrit récemment un texte où je compare le politique au poète. Je dis que le poète est celui qui essaye de dire des vérités avec des mensonges pour revenir à la fiction. Et le politique, malheureusement, même s'il y a des politiques sincères, mais malheureusement, il y en a qui disent la plupart du temps des mensonges pour, soi-disant, enfin, qui, soi-disant, font tout pour dire la vérité, mais ils passent par des mensonges, malheureusement. Et c'est triste à dire, même si le rôle du poète, c'est d'écrire et de déclamer ses poèmes, même s'il ne pourra pas être un poète, un bon politicien. Ça, c'est... moi, je ne mélange pas les genres. Mais en moins, moi, ce qui me concerne, moi, j'essaie d'écrire de mes tripes. Je ne le fais pas. Je ne fais pas ce métier pour plaire. Et je ne le fais pas également pour déplaire. C'était le but. Tout à l'heure, est-ce que c'est subversif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce livre, je ne l'ai pas écrit pour déplaire. Dans le but de choquer. C'est pas ça qui m'intéresse. Juste pour revenir à la question sur l'enterrement, le problème des Berbères en général et des Kabyles, c'est que en Algérie, par exemple, les Kabyles et les autres Berbères arrivent, sinon suspects, ou peut-être coupables, alors que d'autres peuples arrivent innocents. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en arrivement, moi j'ai eu le choc à 6 ans, j'ai découvert la langue arabe. Et j'ai commencé à apprendre la langue arabe avec le premier verset coranique, la sourate al-Fatiha. Donc c'est un choc pour moi. Et c'est un imam, j'ai eu un prof, un imam. Le deuxième choc, c'est au lycée. Au lycée, j'ai eu une prof de philosophie, à un moment donné, nous enseignait la philosophie avec des versets coraniques. Et cette prof travaillait à la télévision nationale, la matinale, une mission religieuse. Elle m'a mis à la porte. À un moment donné, j'ai osé critiquer le verset. C'est un verset farfelu. Ça n'a pas de sens. Elle m'a mis à la porte à la fin de l'année, j'ai eu un 0. C'est quoi le premier verset? Le Fatiha. C'est quoi? Enfin, je vais le dire, je vais déclamer. Je laisse le soin aux imams qui savent entonner. Mais Hamd, c'est pas pour... enfin, moi aussi, j'ai un début de réponse à faire à ta question, qui demanderait un colloque. C'est qu'à mon avis, le problème de la Kabylie, c'est qu'elle a plus de poètes que de politiques, tu vois. Ouais. Au contraire, on a un surplus de poètes et pas assez de politiques au sens, j'allais presque dire noble du terme, c'est-à-dire dévoués à la fois qui ont une technicité, etc., et qui est ce dévouement pour cette ingénierie et ce dévouement. Enfin voilà, j'ai dit que ça ouvrait sur un colloque que nous ne ferons pas. Voilà, merci Karim. Je voudrais donner quelques rendez-vous de l'ACB quand même avant le 25 octobre à 19h, ici même. Un comédien, Marc Petazzoni, présentera une pièce de Mohamed Benchikou qui s'appelle Le dernier soir du dictateur, 25 octobre à 19h. Le 27, l'expo que vous avez vue là, qui est là encore sur les murs de Liazice Chikden, va finir. On appelle ça maintenant un finissage. Pourquoi pas. Le 4 novembre, au Carré Baudouin, pas loin d'ici, il y aura un colloque dont le titre est Femmes en exil, au pluriel. Et le 8 novembre, on présentera le dernier roman de Nordine Saadi qui s'appelle Le boulevard de l'abîme, ici même. Merci Karim, merci à vous. Et il va signer son livre là-haut. Et à la prochaine.